Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street, merci d'être fidèles au poste. Nous sommes le 13 décembre 2013, vendredi 13, il est 15h15, dernier webinaire de la semaine, merci d'être présent. Alors aujourd'hui, dernier webinaire de la semaine, pas de statistiques américaines. Il n'empêche, on va quand même faire un bilan de la semaine, il y a beaucoup de choses à dire sur ce marché. Vous avez tous par exemple pu observer les points hauts faits ce matin par les paires en yens, la livre sterling aussi qui fait des points hauts, bref des phénomènes sur lesquels nous avons attiré votre attention ces dernières séances. On va revenir dessus, la paire euro-dollar toujours sous 1,38$, là qui semble finalement quand même former un support à 1,37$, mais on termine la semaine sur une clôture hebdomadaire qui est relativement mauvaise, une belle mèche haute, on va revenir dessus. Et puis naturellement, la semaine prochaine, la semaine tant attendue, y aura-t-il ou pas un tapering, comme dit Adrian, qui refuse que nous prononcions ce mot en français. Bref, la Fed va-t-elle diminuer la phase 3 de son quantitative easing la semaine prochaine? C'est la grande question. En tout cas, c'est le dernier FOMC de l'année. Je vous rappelle, le FOMC, ce sont les initiales anglaises pour désigner le comité décisionnel de la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale des États-Unis. Concrètement, voilà, va-t-elle diminuer ses achats d'obligations, sachant qu'elle ne va de toute façon pas toucher à ses taux d'intérêt? C'est la grande question qu'on se pose. Alors, au niveau du consensus, c'est, vous le savez, partagé. Je lisais encore quelque chose ce matin. Certaines maisons pensent que y a 50% de chances que la semaine prochaine intervienne justement ce fameux tapering. On verra, honnêtement, personne ne le sait. Ce qu'on observe par contre sur les marchés financiers, c'est toujours un dollar américain qui se tient bien, qui tente d'ailleurs aujourd'hui de franchir une résistance. C'est pas non plus très significatif. Lorsqu'on regarde aussi les rendements obligataires américains, on voit qu'on se maintient sur du 2,87, 2,88, on ne fait pas non plus de nouveau plus haut. Mais finalement, la hausse du dollar américain, elle est en cours depuis maintenant plus d'un mois. La hausse du rendement obligataire américain depuis le printemps dernier, on a gagné 130 points de base. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, si le QI3 devait être diminué de manière très réduite, disons 5 milliards par mois, est-ce que c'est pas déjà dans les cours? Si vous me posez la question à moi directement, je vous dirais que non, ce n'est pas dans les cours, car c'est une rupture psychologique. En fait, c'est même pas une rupture psychologique, c'est un phénomène inédit, puisque jamais un quantitative easing a été réduit de manière progressive. Comme vous le savez, il y avait toujours une date de début et une échéance, une maturité. On savait quand est-ce qu'un programme se terminait. Donc là, on va rentrer potentiellement dans l'inconnu à partir de mercredi prochain. Donc il se passera un certain nombre de choses. Bref, on va revenir de toute façon dans ce séminaire sur le calendrier économique de la semaine prochaine. Il y a concrètement 2 jours importants, la séance de mardi prochain, de mercredi prochain. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez déjà noter dans votre agenda, mercredi prochain à 19h45. Adrian animera donc ici même une émission spéciale pour ce dernier FOMC de l'année. Donc bienvenue à tous. On passe rapidement sur l'avertissement légal et puis on va revenir sur un certain nombre de phénomènes intéressants sur ce marché. Le mois de décembre, s'il devait clôturer aujourd'hui, disons ce soir, pour l'indice CAC 40 serait d'ores et déjà le pire mois de décembre pour l'indice CAC 40 depuis 10 ans. J'aurais pu remonter encore au-delà, mais je me suis arrêté à l'année 2003. Alors certes, nous sommes le 13 décembre, pardon. Il reste donc beaucoup de séances avant de pouvoir faire une moyenne mensuelle. Mais quel chemin improbable devrait parcourir le CAC à partir d'aujourd'hui pour ne serait-ce faire un mois à zéro? 7% de hausse. Honnêtement, qu'est-ce qui pourrait porter le CAC à plus 7% d'ici la fin du mois? Honnêtement, je ne vois absolument pas quel catalyseur, à moins d'avoir ce traditionnel rallye de fin d'année qui concerne d'ailleurs les 2 dernières semaines, un marché qui monte par l'absence de vendeurs, par l'absence des mains fortes, bref, un marché qui monte par un phénomène d'inertie haussière, absence dans les carnets d'ordre de la plupart des investisseurs. On va revenir sur ces éléments-là, mais passons donc directement au marché. Sur le site d'LiFX, je vous laisse le parcourir, et puis je répondrai dans un second temps à vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va commencer par l'horizon de temps hebdomadaire. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer sur l'horizon de temps hebdomadaire. Vous aurez vous-même tout le week-end le temps de passer en revue les nouveaux chandeliers hebdomadaires inscrits par le marché. Je me suis posé cette question, je me suis dit quels sont vraiment les chandeliers hebdomadaires marquants cette semaine. Alors les métaux précieux, on comprend par exemple ici sur l'once d'or pourquoi on reflue, puisque vous êtes par exemple ici donc en données hebdomadaires sur l'once d'or, on voit parfaitement le rôle qu'a joué les 12,70, les 1270 $ sur le métal précieux, mais on voit aussi que les points bas en clôture hebdomadaire du printemps dernier tiennent,
un once d'or toujours entre deux bornes, 12,20, 12,70. Finalement, rien de nouveau sur le métal jaune et idem sur l'argent. Non, finalement, moi, ce qui m'a marqué, c'est ce que nous apprête à offrir la paire euro-dollar en chandelier hebdomadaire. Alors là aussi, pas de rupture. On tient là les 1,37, les 1,37,40 qui ont en séance été rompus, finalement semblent vouloir être réintégrés. Dans tous les cas, 1,38 provoque une belle mèche haute de marché, une première réaction qui confirme bien que ces 1,38 sont clairement un niveau de résistance majeur. Bon, on le savait, on connaît l'importance depuis 2006 de cette résistance, et puis c'est le précédent sommet annuel, en tout cas celui qui a été atteint fin octobre, et le point de départ du choc baissier de la dernière semaine d'octobre et de la première semaine de novembre. Ici donc, ces deux gros chandeliers. Ici, vous avez le chandelier de l'accélération de la désinflation au sein de la zone euro, et ici le chandelier de la baisse des taux par la Banque Centrale Européenne, la baisse de son taux de refinancement. Au niveau des chandeliers hebdomadaires, rien de spécial à dire, et je vous laisse vous-même donc faire le tour de tous ces charts. On va repasser sur l'horizon de temps journalier. Là, il y a plusieurs choses à dire. Alors, quel bilan peut-on faire de la semaine sur le Forex? Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je retiendrai deux choses. Le retournement de tendance de la livre sterling. Alors, le retournement de tendance, la consolidation, ça peut, lors des prochaines séances, prendre la forme d'un retournement de tendance. En tout cas, la livre sterling, et je n'ai pas peur de l'affirmer, a probablement fait ses sommets annuels cette deuxième semaine de décembre. Quant au pair en yen, c'est aussi bien probable qu'on ait ce type de phénomène. Donc, cette deuxième semaine de décembre, point haut annuel pour les pairs en yens, point haut annuel pour la livre sterling. Honnêtement, je pense que c'est un scénario qui sent bon. Et pour l'illustrer, on va regarder deux paires. Tout d'abord le GBP USD, le fameux câble. C'est quelque chose qu'on vous avait montré, une divergence négative qui était très forte et qui s'est formée sous les 64,50 sur cette livre sterling. Pour l'activer, il fallait casser les 63,30. C'est chose faite. Maintenant, on a un marché qui revient sur les 62,50. Est-ce que à ce moment-là, le sterling va rebondir? C'est probable, mais honnêtement, c'est un niveau que je ne tenterai pas à l'achat. Donc à suivre, en tout cas une livre sterling qui corrige, et j'ai cette conviction parce que le GBP USD n'est pas la seule paire en livre sterling à se replier. Un beau rebond aussi de la paire Euro-GBP, et puis enfin une qui fait un peu la synthèse de tout ce que je dis depuis 5 minutes, à savoir une consolidation du sterling et un rebond du yen japonais, car au fond c'est ça qu'on retient cette semaine. Consolidation de la livre sterling, rebond du yen japonais. Alors le yen japonais c'est quand même une belle tendance haussière, mais je pense que là des points bas annuels ont été faits. Vous allez me dire c'est facile, l'année clôture dans 2 semaines. Oui, c'est probablement facile, sauf que je pense que là on va avoir au moins la semaine prochaine, une poursuite du repont du yen japonais. Alors, la paire de devises qui fait un peu la synthèse de ça, c'est le GBP yen. Dans GBP yen, vous avez la consolidation de la livre sterling et le rebond du yen japonais. Donc tout a commencé par cette structure d'essoufflement, en tout cas ici un nouveau top de marché le 9 décembre non confirmé par les indicateurs de momentum, une structure ici qui prend la forme d'un biseau ascendant. Belle contradiction ici avec le RSI journalier. On en parle depuis maintenant quelques séances. Vous avez invité à vendre tous les retours entre 169,50 et 170. Ça sent bon, c'est plutôt bien parti. Reste maintenant à casser les 167,70 et puis derrière repli à 166. Et si les 166 sont rompus, et bien là, honnêtement, je pense qu'on a un GBP yen qui pourrait se replier vers les 160. Alors on n'en est pas là. 160, ça c'est vraiment un objectif ambitieux. Il y a clairement des niveaux intermédiaires. Il y a 164, et puis vous avez aussi un beau niveau ici à 161,70. Mais on essaiera de l'accompagner. 167,70, pour l'instant ça tient, ça fait support. Si jamais ça cède, eh bien nous irons plus bas sur cette paire GBP yen qui illustrera donc la consolidation de la livre sterling qui a bien performé depuis le printemps dernier et le rebond technique du yen japonais qui a bien coulé depuis le printemps 2012. Et dernière chose, cette fois-ci d'ordre fondamental. Cette semaine, on avait eu en début de semaine des chiffres plutôt favorables concernant la croissance économique en Grande-Bretagne. Ça n'a pas porté la livre sterling plus haut. Et généralement, lorsqu'on a des bons chiffres qui ne permettent pas une tendance haussière d'aller plus haut, ça c'est un indicateur, en tout cas macro, qu'on peut consolider. Quant au yen, on a eu la nuit dernière des bons chiffres de la production industrielle. Et c'est là, je pense, qui a déclenché, en tout cas lors de la session asiatique, ce rebond
du yen japonais. Alors pour maintenant faire un focus un peu plus large sur le yen, le GBP yen, bon, j'insiste un peu dessus parce que si je devais faire un choix parmi les paires en livres sterling et en yen, c'est celle-ci, c'est le GBP yen. Je l'aime bien. Maintenant, si on regarde les autres paires en yen, c'est un peu même topo. Il y en a une que j'inviterai pas forcément à vendre, c'est l'euro yen parce qu'elle est plus forte. Même si dans l'absolu, je pense qu'elle finira par se replier. Mais il y a probablement mieux à faire sur le GBP yen. Et sur la paire USD yen, alors la paire USD yen, on va la regarder tout de suite. Parce que là, si vous, je vous invite à aller sur la page d'accueil du site d'EliFX dans 3 minutes, puisque vous avez l'idée de trading d'Adrian qui sera postée, 15h30, qui est justement sur l'USD yen. Et voilà, l'USD yen est en train de casser les 103,30. Bref, ne confirme pas le point haut qui avait été inscrit en clôture le 10 décembre. On se prépare donc à un bel échec sous les sommets annuels en clôture à 103,30. Le principe est le même que sur le GBP yen, cette espèce de structure d'essoufflement qui a plus ou moins la tête d'un biseau ascendant, avec une contradiction entre les cours et cet indicateur de momentum qu'est le RSI. C'est comme le sterling yen, l'objectif, c'est un marché qui peut revenir chercher les 101,25, mais pour le confirmer, il faudra vraiment casser les 102,50. En tout cas, voilà, bon, ça sent bon. Comptez sur nous pour accompagner le suivi donc de ces positions. Donc consolidation du sterling, d'ailleurs on va repasser rapidement sur l'euro GBP. Alors sur l'euro GBP on vous a pas proposé de stratégie parce que franchement elle est un peu horrible, mais je pense que l'euro GBP peut aller encore un poil plus haut, 84,70. C'est à peu près le même topo. On avait rebondi ici sur cette oblique joignant tous les bas de marché depuis le 8 février. On l'avait pile attrapé ici le 2 décembre. Derrière, on est rebondi, sorti par le haut de ce biseau descendant. Ça accélère. Bon, voilà, on a une oblique ici de résistance. On est en données journalières. Oui, 84,70. Je pense que la paire va aller chercher ce niveau-là. Donc, pour le GBP, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pour le yen aussi. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, on va le checker tout de suite. Bon, alors l'eurodoll, on voit que en clôture hebdomadaire, c'est clairement moche. Bon, je pense que là, on a dû faire la majorité du mouvement du jour. On a fait quoi? On a fait un point bas 1,3709. Oh, ça va clairement tenir. Ce que je vous indique moi sur ce graphique, c'est qu'il y a vraiment un niveau qui compte, c'est les 1,3620. Si jamais ce marché revient à 1,38, pour ma part, moi qui n'ai pas été servi, je passerai vendeur. C'est un peu finalement une seconde chance que vous laisse la paire euro-dollar d'ici la semaine prochaine et les journées clés de mardi et de mercredi. Et puis je vais vous les présenter ces journées-là. En tout cas, franchement, si jamais l'euro-dollar revient là-haut, n'hésitez pas, ça se vend avec un stop au-dessus des 1,3830. Et qu'est-ce qui donnera le point de départ d'une accélération baissière de la paire euro-dollar? C'est la cassure des 1,3620. C'est le niveau d'accélération haussière en swing du 5 décembre 2013. Donc ça à surveiller. Et bien sûr, ce scénario ici est conditionné par, comme je l'ai indiqué ici, les ruptures des 1,3620. L'AUD USD. Et de manière générale, le dollar australien, où en est-il? Bon alors l'AUD, qu'en pensez? L'AUD est revenu sur ses points bas annuels. Je regarde l'AUD index, lui, il a fait de nouveau plus bas. C'est ça qui me dérange un peu sur l'AUD USD. Franchement, c'est vraiment moche. Je pense que d'ailleurs ici, personne a tenté. Quelqu'un a tenté un achat. T'as tenté un achat, Nicolas, de l'AUD USD? Vous voyez, même Nicolas est pas chaud. Alors généralement, il aime bien les points extrêmes. Vous regardez l'AUD index, lui, il fait des nouveaux points bas. Hein, vous l'avez ici. Regardez, je vous le mets en trait épais. Vous l'avez là. Le dollar australien face à un panier de devises. Honnêtement, on revient sur les points bas. Alors peut-être qu'on va réagir, j'en sais rien, 0,89. Mais voilà, il y a mieux à faire. Il n'y a plus directionnel, il n'y a plus net. Quand on a un doute ou quand on voit mieux à faire ailleurs, on va pas se forcer pour le principe. Donc là, ok, on est sur support, mais bon, peut-être que parmi vous, quelqu'un le tente. Je dirais que ça offre du rendement risque, hein, c'est certain, puisque le stop, vous le mettez sous les bas du 5 août, donc sous 88,50. Pourquoi pas? Moi, je suis méfiant.
L'USD Yen, on en a parlé, la UD-USD, nous en avons parlé, le GBP-USD aussi, l'Eurodoll aussi, les paires en Yen aussi. Donc là, je pense que j'ai plus grand chose à dire à ce niveau-là. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, quelques petits graphiques, je les ai déjà commentés sur le forum et sur Twitter depuis ce matin, mais je vais quand même vous les montrer. Après, on checkera un peu les journées importantes de la semaine prochaine, et puis je répondrai enfin à vos questions. Alors, comme vous le savez, donc ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on vous indique qu'il y a clairement des tensions haussières sur le marché interbancaire européen. Et je vais commencer par vous montrer un graphique. Pour ceux qui doutent encore du lien qu'il peut avoir entre le coût de l'argent sur le marché interbancaire et la performance des actions. Alors, on ne va pas rentrer dans une explication globale macro ou théorique, ça je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer un simple graphique. Tout simplement un graphique qui superpose la tendance des actions européennes avec le taux Euribor 3 mois, qui est souvent utilisé comme benchmark par les établissements bancaires. Donc là, vous l'avez sous les yeux, on va zoomer. Donc c'est pas le CAC 40, j'en ai pris un qui est plus représentatif de la tendance en Europe, c'est l'indice Eurostoxx 50. Alors deux choses, d'une part, ici ce que vous avez sous les yeux c'est le crack boursier, car oui c'est un crack, alors ce qu'on perd plus de 30-40% comme ça en l'espace d'une dizaine de semaines. C'est ce qui s'est passé à partir de l'été 2011. Alors bien sûr, on était en pleine crise financière au sein de la zone euro, des banques qui avaient beaucoup de créances douteuses, qui étaient fortement exposées à la Grèce. C'est le moment où les banques européennes avaient fait beaucoup d'augmentation de capital, mais pourquoi? Parce que elles étaient virtuellement ruinées. Donc forcément, des actifs valaient zéro, il fallait aller chercher du cash. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, forcément, si elles sont virtuellement ruinées, elles arrêtent de se prêter entre elles, et si elles se prêtent plus entre elles, elles prêtent plus à l'économie, etc., etc. Bref, l'indicateur qui vous montrait ces tensions entre banques, c'était la hausse du coût de l'argent justement entre ces banques qui tous les jours se prêtent de l'argent. Et vous voyez donc à partir de janvier 2011, on a eu une accélération de la hausse du taux Euribor 3 mois. Dans un premier temps, on a eu une légère réaction baissière des actions jusqu'à un moment où cette hausse a pris une ampleur démesurée avec un coût de l'argent à 3 mois qui a dépassé 1,50%. Et puis là, le crack. Ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est que derrière ce coût de l'argent sur le marché interbancaire, vous avez le fonctionnement des banques, vous avez le secteur bancaire, vous avez le financement de l'économie, et arrivera un moment où si ces taux dépassent un certain seuil, il y aura un choc violent sur les actions. Sauf que ce graphique vous montre à la fois ça, il vous montre aussi qu'il y a toujours un décalage entre l'envolée de ces taux d'intérêt et le moment où le marché s'inquiète, s'emballe, perd confiance et finalement on vend massivement les actifs risqués. Le temps n'est pas venu justement, nous ne sommes pas encore dans cette configuration-là. Il n'empêche, n'est pas une raison pour ne pas suivre la tendance de ces taux au jour le jour. Donc surveillez-les et on va justement les regarder en direct. Alors je vous redonne un site internet qui vous permet de les suivre en direct et puis je les regarde tous les jours, ça ne cesse de monter. Hier je vous parlais justement par exemple de cette Euribor 3 mois, on était à 0,277, là aujourd'hui 0,282. Alors on va le passer justement ici en graphique, on va zoomer, juste regardez ça, là, c'est vraiment du court terme, c'est ce qui se passe depuis 2-3 semaines. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? On en discutait tout à l'heure avec l'équipe. Alors bon, il y a le phénomène qu'a évoqué hier la Banque Centrale Européenne de réduction de l'excès de liquidité. L'excès de liquidité, c'est quoi? C'est le rapport entre l'offre et la demande de liquidité. Alors, il y a toujours plus d'offres que de demandes, mais ça se réduit jusqu'à un jour où potentiellement la demande sera supérieure à l'offre. Et là, ça sera compliqué. Et puis, il y a peut-être aussi la situation du bilan de certaines banques. Alors, on parlait encore des banques italiennes qui ont au mois de novembre atteint un record sur leurs créances douteuses. Alors, derrière créances douteuses, c'est un mot intelligent, mais derrière, ça veut dire perte sèche. Créance douteuse, en gros, on a prêté de l'argent à quelqu'un qui remboursera jamais. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose là qui se passe, en tout cas à surveiller. Pour ma part, honnêtement, lorsqu'on a quelque chose comme ça qui est vertical, ça vaut le coup de le surveiller. Donc, rappelez-vous ce qui s'était passé en 2011. Le Euribor 3 mois a franchi les 1%, puis 1,50. Là, on est à 0,28, donc on s'emballe pas, sauf qu'il y a 3 semaines, on était à 0,20. Donc voilà, il se passe bien quelque chose. Et s'il y en a un que vous devez surveiller, c'est celui-ci.
c'est le coût de l'argent à une semaine. Pourquoi? Car c'est le seul que vous pouvez comparer au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Car lorsqu'une banque emprunte auprès de la Banque Centrale Européenne au coût de refinancement, 0,25, c'est elle emprunte à une semaine. C'est comme ça, c'est la maturité, c'est une semaine. Ils ont une semaine pour rembourser. Donc à l'heure actuelle, c'est toujours moins cher pour les banques qui le peuvent, qui trouvent en face une contrepartie d'emprunter sur le marché interbancaire, puisque ça coûte 0,16%, sauf que ça coûtait 0,10 il y a 2 semaines. Si vous observez, ça fait 1 an qu'on était autour de 0,10, et là en 2 semaines on passe de 0,10 à 0,16. À la semaine prochaine, 0,17, 0,18, enfin il se passe quelque chose. Donc voilà, ça fait partie un peu des risques, je dirais, systémiques pour les marchés actions, et probablement, il y a certainement ces choses-là derrière la chute de 6% de l'indice CAC 40 depuis le 2 décembre. Donc parlons-en justement de cette chute de l'indice CAC 40 depuis le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est la première séance de l'année. Et enfin, c'est ce dernier graphique que je vais vous montrer. Alors, tout à l'heure, j'ai posté ce graphique sur le forum, je l'ai aussi tweeté. Décembre 2013, le CAC perd 5,97% dans ce tableau qui compare les performances mensuelles du CAC depuis décembre 2003. Alors, en effet, la plupart des mois de décembre sont généralement positifs. Il n'y a eu que 2 mois de décembre sur les 10 dernières années négatifs, c'est 2007 et 2008. Faillite de Lehman Brothers, l'année 2008, bref, c'est un mois catastrophique, 2008. Le CAC avait fait moins 1,34. Ok, là vous pouvez me dire, mais on est le 12 décembre, c'est pas terminé, pourquoi faire une moyenne maintenant? Très bien, j'accepte cette critique. Par contre, pour que le CAC fasse un mois à 0, pour que le CAC fasse comme le mois de décembre 2008, il faudrait qu'il gagne 7%. Donc faire un état des lieux mensuel lorsqu'on est le 13 décembre, c'est peut-être un peu précipité, mais voilà, de toute façon, et là je suis prêt à en mettre ma main à couper, je pense que décembre 2013 sera le pire mois du CAC depuis 10 ans. Je vois absolument pas le CAC gagner 7% d'ici la fin de l'année. Donc même si là il fait un rebond, il perdra quand même 2-3%, et c'est quand même quelque chose. Donc voilà, pourquoi comme ça terminer pourquoi terminer l'année sur un tel mouvement vendeur? Alors il y a eu, on sait, au début du mois de décembre, des investisseurs internationaux qui ont pu solder leur position sur les contrats, sur les actions européennes. Voilà, pourquoi est-ce qu'on part du principe que c'est trop risqué d'être revenu sur les actions européennes depuis le printemps dernier? Et est-ce que finalement on n'a pas exagéré ce repositionnement sur les actions européennes en partant du principe qu'on avait réussi à faire 2 trimestres consécutifs de croissance, de projeter ces 2 trimestres consécutifs de croissance sur l'année 2014? Je sais pas. Mais voilà, l'idée c'est, moi j'ai des baromètres, des indicateurs, et je tire là un signal d'alerte sur le marché interbancaire au sein de la zone euro. J'essaye de comprendre pourquoi depuis 2 semaines le coût de l'argent s'emballe. Et un coût de l'argent qui s'emballe mettra en premier lieu en difficulté les établissements les plus faibles. Donc les banques les plus faibles, des banques régionales espagnoles, italiennes, tout un réseau bancaire secondaire qui ne peut pas supporter une telle envolée des taux sur ce marché interbancaire. Donc à suivre, en tout cas, là, état des lieux du CAC, si le mois de décembre devait s'arrêter là, moins 6%, le pire mois depuis 10 ans. Donc à suivre. Alors dans les illustrations que je voulais vous montrer, c'est enfin un dernier chart. Ça c'est ce qui s'était justement passé en 2011. Alors l'objet, là je ne cherche pas à vous démontrer qu'on va vers un crack du CAC 40, j'en sais absolument rien. Mais voilà, j'observe juste ces risques. Donc là je reviens sur l'année 2011, c'est une année intéressante parce que c'est celle du dernier grand marché baissier, où le CAC était quand même passé de 4100 à 2007. Ça aussi c'est pas rien, de passer de 4100 à 2007. Voilà comment ça s'était passé. Bon, alors déjà à cette époque, les taux de manière générale de la Banque Centrale Européenne ou du marché interbancaire étaient plus élevés. Mais peu importe, nous on va regarder la tendance. Entre janvier et juin, on avait un coût, ici c'est l'Eonia, donc c'est l'Euribor overnight, le coût de l'argent entre banques au jour le jour, à une échéance donc de 24 heures. Bref, on voit qu'il a fallu quelques mois pour que finalement, en juillet 2011, ce coût de l'argent derrière mette en difficulté des établissements bancaires et que finalement il y a un choc sur les actifs risqués.
Donc ça peut prendre du temps, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se produit depuis la troisième semaine du mois de novembre. Alors, je vais justement vous montrer d'ailleurs un chart en données hebdomadaires du CAC 40. On va essayer de faire un peu essayer de se projeter un peu, puis après je répondrai à vos questions. Alors c'est juste le temps que ça charge. Alors je vais terminer donc ma démonstration par ce graphique hebdomadaire. Donc en effet, on a retracé 38,2% de toute la hausse depuis le mois de juin dernier. Donc ça tient, voilà, 4050 points, ça tient. C'est un retracement, sauf que ça ne fait que tenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebond, on aurait pu croire, on pouvait s'y attendre, il y avait des petites dives. C'était pas non plus énormissime, sauf que là on n'entre pas dans un rebond. La semaine prochaine, c'est une semaine importante. Vous avez 2 séances à retenir, mardi et mercredi. Mardi, c'est l'indice des prix à la consommation en zone euro et aux États-Unis, donc en matinée pour la zone euro et à 14h30 pour les États-Unis. Alors c'est surtout important pour la zone euro. C'est en gros le taux d'inflation définitif pour le mois de novembre au sein de la zone euro. Là justement, je suis en données hebdomadaires, je reviens à regarder sur cette année 2011 où, regardez, de toute façon, finalement j'exagère en disant qu'il a fallu plusieurs mois avant que l'envolée du coût de l'argent sur le marché interbancaire crée un risque. Regardez ici, nous étions en février 2011, c'est à partir de là que le coût de l'argent s'est emballé sur le marché interbancaire. Qu'on a parlé de créances douteuses, mais liées à la Grèce. Sauf que là maintenant on parle de créances douteuses, c'est plus lié à la Grèce, ça fait longtemps, hein, qu'on a évacué à travers des augmentations de capital en 2011, les créances douteuses grecques des bilans de nos banques. Donc que se passe-t-il? C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que la situation commence à ressembler à celle de l'année 2011? On a 2 semaines consécutives de baisse, des tensions se matérialisent entre banques, des tensions se matérialisent entre banques. On a eu un choc, un rebond, et puis finalement, au printemps 2011, le coût est devenu juste astronomique. Le Ribor 3 mois, 1,50%, intenable pour la plupart des établissements bancaires. Et là, le choc violent. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il a fallu 13 semaines au marché pour passer de 4100 à 2700. 13 semaines. Bon, voilà, ça fait moins de 3 mois. Donc, on n'est absolument pas dans cette situation-là, mais on s'y expose. Maintenant, pour les prochaines semaines, je ne sais pas si le CAC peut revenir à 4002, peut-être, j'en sais rien. Si jamais il rebondit à 4002, je pense que ce serait une opportunité de le vendre. Mon scénario, et je pense celui de l'équipe, pour le premier trimestre 2014, en tout cas le mois de janvier, c'est un retour du CAC dans le bas de canal en place depuis le printemps 2012, à savoir 3925 points. Là par contre on aura un gros niveau de support hebdomadaire qu'il faudra impérativement préserver, sinon on s'exposera à quelque chose de plus violent. Donc pour le CAC, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est à peu près tout. Je vais repasser sur l'horizon de temps journalier, puis je vais me laisser guider par vos commentaires. Un coup d'œil quand même au chandelier hebdomadaire de l'eurodoll, c'est vraiment moche. Depuis le début du mois de décembre, les indices européens ont cassé des supports, ils ont craqué. Ce sera peut-être la semaine prochaine avec le FOMC pour l'euro-dollar. Alors, Panther 666 donc nous donne les performances mensuelles du DAX au mois de décembre depuis 1982. Donc ça c'est gentil, Panther, merci. Donc moi je regardais le CAC, hein. J'ai pas regardé où en est le DAX là depuis le début du mois, mais en tout cas voilà, je voulais revenir dessus sur le CAC. Merci Panther, vous pouvez noter ça. Chris Cox, n'y a-t-il pas une tête-épaule sur le dos et le S&P 500? Non. Non, mais on voit bien que si on casse les supports, ça ira plus bas quoi. Oui, c'est un double top sur le SP500. C'est un double top. D'une certaine façon, en cassant les 1780 points, il a donné un signal de vente. Après, voilà. Et le dos, c'est une tasse avec anse inversée. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Non, ça prend forme hein, sur les indices US. Hein. Ça prend forme. Les objectifs. Alors, c'est parti. Bah, sur le dos, c'est simple. Hop.
Alors c'est un objectif théorique, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais honnêtement vous embêtez pas trop avec ça. Hein. Regardez plutôt les... Ah bah, là ça correspond à un niveau de chartiste, donc honnêtement un dos à 1740 points la semaine prochaine, ça me surprendrait pas. Voire même 1725 points. Ouais, là c'est pas mal, hein, parce qu'on a deux extensions de Fibo qui correspondent à des niveaux de chartiste, donc moi ça me plaît. Donc voilà, si vous me demandez mon opinion sur où sera l'indice S&P 500 vendredi prochain, quelque part entre 1725 points et 1745. Voilà pour ce qui est du dos. Est-il possible que des fonds souverains puissent modifier en profondeur leurs réserves en vendant du dollar et en achetant GBP CHF pour éviter de trop s'exposer sur la dette US? Oh, ça honnêtement, je sais pas. Je sais pas, visiteur. Là. Je vais vous dire une bêtise si je vous réponds comme ça du tac au tac. À creuser comme sujet. Alors Pierre nous poste une news. En cas de crise, les banques pourraient prélever les dépôts des épargnants. Demande à Nicolas ce qu'il va apprécier. Donc voilà un article. Bon, Ça a été voté, cette loi qui a été proposée par Pierre Moscovici suite à la ponction des 10% sur Chypre. ouais, c'est ça, ouais, mais ça, ça a été évoqué il y a quelques. Ça a été voté sans qu'on en parle beaucoup dans chacun des États d'Europe. Mais là, les banques peuvent le faire en fait. Là, si les indices perdent 40% et que c'est la crise économique, ça y est, on peut ponctionner chacun des habitants de l'Europe de 10 à 30%. D'accord. Donc Nico m'explique que ça a été voté en fait. Donc on en a un peu parlé, mais en effet, en cas de difficulté des banques, elles peuvent ponctionner sur les dépôts. Voilà, bon, je n'ai pas creusé moi ce sujet-là, mais a priori c'est possible. De toute façon, les banques sont au cœur de tout. La base de l'économie, du financement de l'économie, de la croissance économique. D'où l'intérêt de suivre le coût de l'argent pour ces mêmes banques. Puisqu'en dérive le coût de l'argent pour vous, particulier, et vous, entreprise. Alors Giorgio, je ne sais pas du tout l'impact que peut avoir le FOMC sur le NZD-CAD. Par contre, je pense que le FOMC peut avoir un impact baissier sur les indices et l'euro-dollar. Le problème n'est pas limité à l'Italie, nous dit visiteur, mais aussi à la Slovénie avec le prêt refusé enfin pour les banques. Ouais, non mais je suis d'accord avec vous, il se passe quelque chose sur les banques. Il se passe quelque chose sur le marché interbancaire. Le CAC a perdu 6% en 2 semaines. Va nous faire le mois de décembre le pire depuis 10 ans, voire plus. Je pense que là, on va tous s'endormir parce que le FOMC va passer. Les fêtes de fin d'année arrivent. C'est possible qu'on se réveille en janvier avec une sacrée gueule de bois, donc à suivre. Et puis vous ajoutez à ça le yen qui commence à remonter. Enfin voilà, il y a sûrement des choses qui se mettent en place. On va bientôt entendre Vincent Gagne dire sur Tipeee. Ah bah, moi j'ai toujours ma vente CAC à 4341 hein, en swing, je la tiens. Mais après, bon, de toute façon, on peut toujours compter sur les banques centrales pour agir, hein, mais on verra. Si le QE3 est maintenu, si la Banque Centrale Européenne lance une troisième enveloppe de refinancement à 3 ans, bah, tout peut tenir, hein, mais si elles font rien, on verra. Virox nous dit si elle ponctionne mes sous gagnés, moi j'irai braquer les banques. Ouais, bah ça, bon, on verra, on n'en est pas là, hein, mais on n'en est pas là. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas davantage de questions, donc bah merci de votre attention. L'idée c'était de faire un petit bilan de la semaine et d'introduire la semaine prochaine. N'oubliez pas, mercredi 19h45, mardi 14h15, émission spéciale pour l'inflation aux États-Unis, le matin l'inflation au sein de la zone euro. Mercredi, le FOMC. Et puis voilà. Merci à tous, excellent week-end et à lundi de vive voix.